Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vision Chine, 外国人看中国. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Mandarin TV Rémi Aron, artiste peintre, président de la Maison des artistes et également membre de l'Académie nationale de peinture de Chine. Bonjour Monsieur Aron. Bonjour Madame. Présentez-vous en quelques mots. Oui, donc vous venez de dire, je suis peintre depuis toujours, je dirais, j'ai commencé à l'adolescence, et depuis bientôt 12 ans, plus de 12 ans d'ailleurs, je suis président de la Maison des artistes. Je peux vous dire deux mots sur cette association si vous voulez, comme ça sert un peu d'introduction. Bien sûr. Parce qu'on parlera ensuite, bien entendu, de la peinture, si vous voulez, et des relations avec la Chine, bien entendu. D'abord, je vous remercie de me recevoir ce matin. Et la Maison des artistes, c'est l'association nationale qui est en charge de la sécurité sociale des artistes. C'est une association de 1901, gérée par des artistes, et qui a, on pourrait dire, deux missions complémentaires. Une mission que lui a confiée l'État en 1975, qui est de s'occuper de la sécurité sociale des artistes-auteurs des arts visuels. Et pour cela, elle a un siège où 45 personnes travaillent pour collecter les cotisations sociales des artistes. Il y a 55 000 artistes identifiés au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs. Parmi ces 55 000, 20 000 font partie de l'association qui est l'englobant, si on peut dire, du régime et qui travaille ensemble à des actions professionnelles et solidaires. Hein. C'est-à-dire que c'est l'association solidaire de tous les artistes professionnels des arts visuels qui travaillent en France. Ça ne veut pas dire des artistes français, ça veut dire des artistes qui travaillent. Elle a un rôle très important. Qui a un rôle donc fondamental, je dirais central, dans le paysage des arts visuels, puisqu'on dit arts visuels maintenant, qui englobe les arts plastiques, tel qu'on le disait avant. Voilà. Ça va bien entendu des photographes créateurs jusqu'aux graveurs, peintres, sculpteurs, vidéastes et nouveaux modes d'expression, incluant les nouvelles technologies, etc. Voilà. Comme là, on est dans les présentations, hein. Est-ce que vous êtes tout d'abord artiste peintre depuis toujours, comme vous le dites? Depuis toujours, depuis l'âge de 15 ans. J'ai commencé à 15 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail? Comment est-ce que vous décririez votre style, si je puis dire? Alors, est-ce qu'on a un style ou le style d'un artiste, est-ce qu'il ne se découvre pas plutôt quand il a terminé et ce sont plutôt les autres qui déterminent un style. Je sais qu'un de mes amis chinois qui avait dirigé un beau fonds d'art qui s'appelait le fonds d'art Mazzo avait défini mon travail comme spacisme, c'est-à-dire qui travaille avec la notion de la lumière et de l'espace. Mais quand on dit ça, on parle de toute la peinture, de toute l'aventure de la peinture. Donc ce n'est pas quelque chose de véritablement original. Mais d'ailleurs, vous savez, les styles, quand on les définit à travers toute l'histoire de l'art, ils ont été définis a posteriori. Oui. Donc un artiste, il est dans l'instant, il travaille, il a ses racines, son passé, sa réalité, et à travers ce qu'il voit, ce qu'il regarde, ou son intérieur poétique, il fait, il travaille. Mais vous utilisez plutôt les techniques traditionnelles? Quels sont vraiment vos outils favoris? Alors, mes techniques sont totalement traditionnelles, depuis le dessin avec la mine de plomb et avec le fusain, jusqu'à la peinture à l'huile, en passant à certains moments pour des questions de pratique et de technique purement picturale, en passant par l'acrylique aussi. Hein. Mais c'est la technique de la peinture à l'huile qui est mon fondement. Et le sujet de vos œuvres, c'est souvent des natures mortes ou les paysages? Qu'est-ce que vous aimez? Alors là, vous arrivez immédiatement au centre de la question, c'est-à-dire que là, je vais vous parler de mon travail donc, et de mon fonctionnement. Mon fonctionnement, c'est les maîtres
et la nature. La nature, c'est quelque chose de très vaste. Dès qu'on se réveille le matin, pour un peintre, c'est un jour nouveau, avec la lumière, avec l'espace, que ce soit ici, en ce moment même, jusqu'à les quais de la Marne ou de la Seine, jusqu'au paysage chinois, jusqu'à tout ce qui fait la nature dès qu'on ouvre les yeux chaque jour. Et puis les maîtres, parce que la façon dont ils ont regardé cette nature, dont ils ont manipulé la matière picturale et les préoccupations picturales, il y a tout l'apprentissage du langage propre qu'est le langage de la peinture. Voilà, je voudrais dire les deux chevaux, les deux axes avec lesquels je travaille. Vous avez très bien décrit votre travail. Voilà. Vous exposez dans les plus grandes villes du monde entier, mais vos plus grandes expositions se sont déroulées en Chine, dans plusieurs villes. Comment est-ce que vous expliquez ce succès en Chine? Et revenez avec nous sur votre premier voyage en Chine. Pourquoi est-ce que ma vie, depuis plus de 10 ans, presque 15 ans, s'est faite avec la Chine? Parce qu'il y a plusieurs raisons. J'y ai beaucoup pensé, mais d'abord c'est une relation de coup de foudre, de révélation. La première fois que je suis allé en Chine, je ne m'attendais pas du tout à ce choc aussi important. C'était quand la première fois? La première fois, c'était au début des années 2000, dans la première partie des années 2000. Je ne sais plus exactement l'année, mais c'était au début du siècle. Vous étiez pour un voyage J'y suis allé pour rencontrer des artistes chinois, et particulièrement l'association des artistes chinois, et celui qui allait devenir un ami et je pourrais dire un partenaire dans le travail que nous avons fait ensuite ensemble à l'UNESCO, Liu Dawei. Liu Dawei a été le premier grand artiste chinois, responsable de l'association déjà à cette époque des artistes chinois, que j'ai rencontré lors de mon premier voyage. Et surtout la découverte de la Chine. Ensuite, je vais continuer à vous en parler, mais la découverte de la Chine a été un choc très important. Et d'ailleurs, l'association des artistes chinois est rentrée à cette occasion à l'UNESCO. Et en même temps, ça c'était à Pékin, et en même temps, nous sommes allés visiter les montagnes jaunes, c'est-à-dire qu'on est immédiatement, et je suis immédiatement entré dans le sanctuaire, dans le lieu sacré de la relation entre les artistes, la peinture et la Chine. Et est-ce que vos différents voyages en Chine, ce que vous avez découvert, ce que vous avez appris, ont influencé un petit peu votre travail? Est-ce qu'on retrouve dans votre travail une évolution des éléments peut-être asiatiques? J'ai pu introduire dans ma peinture des éléments asiatiques, mais c'est plutôt dans la philosophie même de ce qu'est la peinture en Chine. Que j'ai retrouvé. Je peux dire, ça ne m'a pas, comment pourrait-on dire, je ne sais pas si ça a influencé directement ma peinture, mais en tout cas, j'y ai retrouvé une terre d'élection dans laquelle je me suis trouvé en harmonie tout à fait naturellement. Vous avez, on peut dire, bien réussi, très bien réussi même dans le monde artistique en Chine. Est-ce que, selon vous, la Chine est une terre, on va dire, d'opportunité, une terre d'opportunité pour les artistes français? Est-ce que c'est le cas? D'abord, je vous dirais, juste avant, que, étant donné ce que va devenir la Chine, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va devenir probablement la première ou la deuxième puissance économique au monde, il faut savoir que dans toute l'histoire de l'humanité, que ce soit, enfin si on regarde
dans la civilisation occidentale, mais je pense que dans la civilisation asiatique, c'est la même chose. Depuis l'Égypte ancienne, la Grèce, Rome, Louis XIV, et depuis 1945 les États-Unis, c'est toujours le pays qui a eu une importance économique à un certain moment, qui a défendu ses artistes, qui a promu la culture et les artistes qui se faisaient à ce moment-là. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de la Chine. Que la Chine va nécessairement défendre ses artistes, qu'elle va défendre sa culture, et que c'est une très belle opportunité pour les artistes de France aussi. Parce qu'on n'en a pas encore parlé, il y a bien entendu deux grandes traditions en Chine. Il y a pour la peinture, hein. Il y a la tradition de la peinture chinoise sur papier, de la peinture des montagnes, des eaux, de la nature, et il y a la peinture à l'huile, hein, qui est aussi d'ailleurs largement pratiquée par les artistes chinois d'après nature. Hein. Et ces deux grandes traditions ont leur relation avec les artistes français. En Chine, ce qu'on peut regretter dans ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les artistes chinois et les artistes à l'huile, c'est que la Chine n'a pas de musée. Et dans les apprentissages, le contact direct avec les œuvres peintes de tous les siècles passés, c'est un apprentissage absolument nécessaire. Hein. Quand on regarde une reproduction d'un tableau de Corot, de Lacroix, de Vermeer, si vous voulez, tout est faux. Hein. Les valeurs sont fausses, la couleur est fausse, tout est faux. Donc les artistes chinois ont la nécessité de venir en France ou en Europe pour se confronter aux originaux. Voilà. On peut dire qu'il y a un réel marché mondial en ce moment qui est en train de se développer petit à petit, hein, bien sûr. Alors il y a un marché mondial, alors il y a plusieurs marchés. Il y a le grand marché spéculatif financier du monde qui est un marché, je dirais, hors sol. Hein, c'est un marché international qui est en relation avec les transferts de capitaux. Et puis il y a des marchés plus locaux, plus territoriaux, qui sont déterminés par les amateurs, par les artistes, par tout ce qui fait cette relation marché. Et aujourd'hui, le marché le plus important, c'est certainement le marché chinois, parce que c'est la conséquence de l'amour pour la peinture, de la passion pour la peinture. Alors qu'ensuite, on veuille valoriser par un marché, par des ventes aux enchères, cet amour de la peinture, c'est tout à fait naturel. Mais c'est d'abord parce qu'on aime ça. Et comme on aime ça, ça prend de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'humanité va tourner dans les mêmes aéroports, dans les mêmes avions, etc. On risque d'avoir une humanité qui s'ennuie. Et que la peinture et que la poésie, c'est toute l'aventure de l'humanité. C'est toute l'aventure de ce qu'on va pouvoir faire de notre quotidien. Et pour maintenant parler un petit peu plus de votre travail en France, ici, vous exposez en Chine, mais vous faites aussi, vous organisez des expositions en France, dont l'une des plus grandes a été Chifra, que vous avez été l'un des initiateurs. Ça a été donc un très très grand événement sur les Champs-Élysées, en face du Grand Palais, en marge de la FIAC. Parlez-nous un petit peu de l'organisation de cet événement et de l'objectif au bout. Depuis que je vais en Chine, je vous le redis, les artistes chinois ont une importance stratégique très importante et essentielle, donc ça c'est très important. Les grandes associations chinoises d'artistes, les musées, les écoles d'art, c'est-à-dire que la culture plastique reste entre les mains de professionnels. Et mes relations avec les grands artistes chinois m'ont toujours fait dire qu'il fallait mieux faire connaître la peinture chinoise à Paris et en Europe. Alors, les artistes chinois avaient beaucoup de réticence
à exposer sous des, on ne va pas appeler ça des tentes, mais des bâtiments précaires le long des Champs-Élysées. Moi, je leur ai toujours dit, il vaut beaucoup mieux exposer à un endroit où il va y avoir énormément de monde qui vient les voir, qui vient voir les peintures, que d'exposer dans un beau musée si personne ne vient. Alors c'est pour ça que j'avais eu l'idée de faire installer des bâtiments précaires, mais de très beaux, de très belles structures. Combien d'œuvres à peu près qui étaient exposées? Une quarantaine d'artistes, mais... Il y avait une quarantaine d'artistes et plusieurs œuvres par artiste, même des artistes français et chinois. Alors c'était une exposition en partage entre des artistes chinois et des artistes français. J'avais voulu cette exposition par l'intermédiaire d'une conférence, d'un débat à Chongqing sur le design. J'ai rencontré un artiste chinois qui a été très sensible à mes arguments, qui m'a mis en relation, avec une femme formidable, Xiong Deng, une femme charmante et qui a supporté cette exposition aux Champs-Élysées. Elle a été mécène. Qui a été mécène et qui ensuite a transporté cette exposition à Pékin, à Chongqing et à Shenzhen. On a compris que vous avez fait beaucoup de voyages en Chine, beaucoup de villes, vous avez découvert beaucoup de choses. Est-ce qu'il reste encore des endroits qui sont pour l'instant inconnus et que vous voulez découvrir? Voilà, la Chine est tellement vaste et tellement immense qu'à chaque voyage, dans chaque province, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. C'est vrai que l'architecture, la Chine contemporaine est très impressionnante aussi parce que les architectes font des villes immenses. On parlait tout à l'heure, je ne sais pas si on parlait de Chongqing par exemple, cette ville de 35 millions d'habitants qui date de 20 ans, c'est prodigieux et c'est assez confortable en même temps. Mais en même temps, je viens avant de ce dernier voyage qui date de la semaine dernière, il y a 2 mois, j'ai visité plusieurs endroits en Chine pour y peindre d'après le paysage aussi, parce que ça c'est très important, parce que ça je crois qu'on a un avenir de ce côté-là, et particulièrement avec la Chine, parce que la Chine est en train de développer des parcs naturels, des parcs écologiques, pour les visiteurs prodigieux, avec des escaliers qui sont un peu des travaux pharaoniques comme la Grande Muraille de Chine, qui montent dans la montagne et on peut se promener dans la montagne, on peut aller peindre dans la montagne. C'est vraiment extraordinaire parce que je suis sûr que la Chine va devenir, avec des décisions qui ont été prises, probablement le premier pays écologique au monde. Et qu'à cette époque, il faut retrouver le sens qui a toujours été celui des peintres chinois, parce que les peintres chinois ont toujours beaucoup peint d'après nature. Ils ont peint d'après nature parce que la nature, c'est leur temple. Retrouver le dessin d'après nature, la peinture d'après nature, et ça, je m'y emploie. D'ailleurs, mon ami Yang Feiyun doit venir avec un groupe d'une trentaine d'artistes autour de lui. Il devait venir en juin, ça a été probablement reporté en septembre, pour venir peindre en Île-de-France d'après le paysage. Donc ça va être formidable et je vais essayer de trouver des artistes français qui viennent peindre avec les Chinois, pour qu'on ait des communications professionnelles, sur nature. Parce que heureusement, avec les artistes, on n'a pas besoin de parler. Excusez-moi, moi je parle un peu trop, mais on n'a pas besoin de parler avec les artistes. On a besoin de faire, on parle par l'intermédiaire de ces peintures et on se comprend très bien, même si ils ne parlent pas français et moi je ne parle pas chinois. En dehors de la peinture, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a plu en Chine? Des tas de choses. D'abord, en arrivant en Chine, j'y ai trouvé une immense gentillesse, un accueil formidable et surtout extrêmement souriant.
Et le meilleur exemple, c'était et ça a dû beaucoup changer, c'est à Hefei, où nous étions allés. Et j'étais avec ma femme et on avait décidé d'aller se promener un petit peu en ville seul. Et on était allé se balader dans un marché, il y avait beaucoup de choses. Et c'était justement la sortie des écoles. Oui. Et on avait pris le bus d'ailleurs, sans dire un mot de chinois. Je me demande d'ailleurs comment on ne s'était pas perdu, parce que c'est très compliqué en Chine quand on ne parle pas chinois, parce que les Chinois ne parlent pas beaucoup anglais. Oui. Moi, je bafouille un peu d'anglais, mais c'est compliqué. C'est compliqué, on peut très bien se perdre. Hein. Mais surtout, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que les Chinois rient beaucoup. Les rient beaucoup, c'est un peuple très gai. Très gai, qui voit l'avenir avec le sourire, même s'ils ne sont pas dans les milieux les plus favorisés. Hein, même dans des villages comme ça, quand on s'éloignait à cette époque-là des hôtels, ça a dû beaucoup changer depuis. Il y avait des petites maisons ou des immeubles qui dataient d'il y a 50 ans. C'était assez populaire, mais les gens rient. Ils rient, ils sont gais, ils parlent. Les enfants qui sortent de l'école dans les autobus, ça rit. Quand vous prenez le métro à Paris, vous voyez, c'est des têtes sinistres qui vous entourent. Et c'est même étonnant d'ailleurs. Tandis qu'en Chine, on rit beaucoup. Et puis, ce qui est passionnant en dehors de ça, c'est le goût des Chinois pour la nourriture. Oui. Hein, ce que partagent peut-être avec les Français aussi. Que probablement les Chinois partagent avec les Français, ou peut-être les Français du 19e d'ailleurs, parce que malgré tout, j'ai découvert que les Chinois respectent beaucoup la nourriture française, mais dès qu'ils viennent à Paris, ils préfèrent aller manger dans les restaurants chinois. Parce qu'ils ne sont pas habitués à la cuisine française, et probablement ça les gêne physiquement. Il y a quelque chose qui digère mal. Hein, c'est probablement ça. Tandis que nous, en Chine, c'est vrai que si on va dans le Sichuan et qu'on reste dans le Sichuan, la nourriture très épicée est difficile. Ouais. Pour nous, occidentaux, la partie de Chine qui est la plus naturelle, j'ose le dire, c'est plutôt le sud de la Chine, c'est autour de Canton. C'est vrai que là, on est dans une nourriture qui convient parfaitement au palais français et que c'est un délice. J'ai quelques souvenirs, et je me souviens avec ma femme, on a eu quelquefois quelques réticences. Oui. Je ne parle pas des insectes. Ça, les insectes, c'est un peu délicat aussi. Les chenilles ou des choses comme ça. Et puis particulièrement, ce que les hôtes chinois vous offrent avec une grande déférence en disant que c'est très important, par exemple, pour la santé, et que c'est un plat extrêmement cher, très précieux. C'est cette espèce de chose ça je m'en rappellerai toujours, et d'ailleurs maintenant j'en mange quand on m'en donne, c'est ce cornichon de mer noir avec des espèces de petites proéminences dans un lac de sauce jaune, ce qui est très joli, mais assez... Vous y êtes habitué maintenant. On s'est habitué, mais au début c'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Et puis ce qui me plaît beaucoup en Chine, et là je suis venu de Chine aussi, c'est l'alcool blanc et cette façon de cultiver cette ivresse de l'alcool, qui est proche d'ailleurs d'un esprit français, parce que ça c'est vrai que Baudelaire disait aussi en son temps, enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu, mais enivrez-vous. Donc les Chinois aiment bien l'ivresse, et particulièrement avec un alcool blanc comme le Mutai, le Mutai qui est très bon, On a visité le village de Mutai récemment, c'est passionnant de voir toute cette énergie
mais cette énergie presque spirituelle, hein, parce que c'est dans la culture profonde de la Chine, cette ivresse, et dans la culture spirituelle de ce qui change un tout petit peu le réel. Quelles sont selon vous les différences entre la peinture chinoise et la peinture occidentale? C'est vrai que c'est une question que je me suis souvent posée, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, ou à un autre moment, il y a toujours l'espace et la lumière. Hein. L'espace et la lumière, c'est quand même la matière, et c'est la même matière qui compose la peinture chinoise et la peinture occidentale, hein, et le regard sur la nature. Je ne vous dirai pas que les Chinois, bien avant le 19e, ont travaillé d'après nature et ont composé des œuvres abstraites à partir de la nature, avec l'eau, le paysage, etc. Mais l'idée qui m'est venue, c'est que je pense que je n'ai pas tout à fait tort dans la composition du tableau, dans la composition de l'espace plastique. Aussi bien en Chine qu'en Occident, l'espace du tableau, c'est l'espace sacré du culte du peintre et du projet pictural. Mais pour les Chinois, l'espace sacré, c'est les montagnes jaunes. Ce sont leurs cathédrales, oui. C'est-à-dire les lieux de nature où l'eau se mélange aux rochers, aux oiseaux, aux arbres et au passage de nuages. C'est-à-dire tout est mouvement dans la spiritualité chinoise. Tout est mouvement. Tout ce qui arrête le mouvement est contraire à la spiritualité chinoise et on le voit bien dans la peinture. Donc c'est toujours une composition qui arrête, qui donne une éternité dans l'instant à ce mouvement. Hein? Tandis que dans la peinture occidentale, notre spiritualité vient du temple, du bâti, c'est-à-dire des colonnes et de lieux du sacrifice. Et donc toute la peinture occidentale est construite comme un temple, comme une structure bâtie. Quels sont vos projets? Est-ce que vous avez des expositions qui vont s'organiser en France ou en Chine? Oui, il y a plusieurs projets, dont un très important qui va se faire en 2018, qui va être une grande exposition organisée par l'Académie nationale de peinture de Chine, avec un soutien... À Paris? Non, d'abord à Pékin. D'accord. D'abord à Pékin, et puis dans d'autres villes de Chine, alors probablement Shanghai, Canton et je ne sais pas d'autres villes. Et pour cela, l'Académie m'a demandé de les aider à faire travailler ou à inviter les plus grands artistes de France et d'Europe à travailler dans de grands formats, de 4 mètres, au moins 4 mètres de haut et de large, autour des thèmes de la route de la soie. Et donc c'est le travail que nous avons à faire entre la France et la Chine pour 2018. J'espère que tous ces grands artistes vont répondre présents à cette invitation formidable. Ensuite, les œuvres veulent être conservées par l'Académie, etc. Donc, c'est un très beau projet et un projet qui va correspondre à tout ce qui est dans l'esprit chinois actuel de la route de la soie et des relations avec le monde. Hein? C'est la fin de votre émission Vision Chine, Waikolen Kan Zhongguo. Merci de nous avoir suivis et je remercie M. Rémi Aron d'avoir accepté l'invitation. Merci Madame de m'avoir reçu et je remercie aussi la chaîne Mandarin TV pour cette belle initiative. Et je remercie encore beaucoup les téléspectateurs de nous avoir écoutés et je les invite à connaître et à mieux connaître ce grand pays qu'est la Chine et les relations entre les artistes de Chine et de France qui doivent se développer pour la peinture dans le monde.